Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Bonjour Rémi Jacob. Bonjour Philippe et Anissa, bonjour à tous. Rémi. Au sommaire de votre journal des médias. L'Eurovision, forcément, avec la désillusion pour la France et un geste qui fait polémique. Également une nouvelle directrice générale pour Twitter. Et puis un documentaire de Clélie Mathias qui nous plonge dans l'histoire des épidémies. On l'entendra à la fin de ce journal. Mais d'abord, on va commencer par les audiences, comme chaque jour, qu'ont regardé les Français d'abord hier soir. Et c'est TF1 qui est en première position avec un plan parfait, 3,3 millions de téléspectateurs et 17,4% du public pour ce film de Pascal Chaumeil avec Danny Boone et Diane Kruger. Derrière, on retrouve France 2 avec The Phaser, 3 millions de téléspectateurs pour ce premier film, vous savez, de Florian Zeller, adapté de l'une de ses pièces de théâtre, un film récompensé en 2021 par 2 Oscars, dont celui du meilleur comédien pour Anthony Hopkins. Enfin, M6 clôture ce podium avec Capital, 2,5 millions de téléspectateurs pour le magazine qui proposait hier soir un marronnier, une plongée dans les coulisses de la foire de Paris. On a déjà vu, mais bon, ça marche toujours. Et puis, un petit coup d'œil l'après-midi avec le Grand Prix de France de MotoGP que vous avez peut-être regardé, mon cher Philippe. Un gros carton, puisqu'en cumulé sur Canal+ et C8, cela fait 1,47 million de téléspectateurs. Et sur le reste du week-end? Et l'événement du week-end, c'était samedi soir, vous le savez, et ça se passait à Liverpool. C'est la Suède. La Suède remporte sa 7e victoire de l'Eurovision. L'Eurovision et la victoire de la Suède et de sa chanteuse Loreen, qui avait déjà gagné le concours en 2012. Alors, c'était en direct sur France 2 avec les commentaires, vous l'avez entendu, de Stéphane Bern qui était aux côtés de Laurence Boccolini. Grosse déception pour la France, vous le savez, qui est arrivé. Et oui, je remue le couteau dans la plaie seulement à la 16e place. Et on gagnait quoi au jeu des pronostics? Parce que c'est moi la plus proche. Alors, personne n'avait gagné. Moi, j'avais dit qu'on serait loin. C'est moi le plus proche. J'ai dit qu'on n'avait aucune chance de gagner parce que ça coûtait de 25 à 30 millions. Je vous souvenez ou pas? Absolument. Alors, France 2 en mauvaise place pour Lazara, mais France 2 en revanche qui est arrivé en tête des audiences de justesse, avec 3,5 millions de téléspectateurs contre 3,4 millions pour la série Cassandre sur France 3. Alors c'est en hausse par rapport à la finale de l'an passé, mais on est quand même très loin des 5,5 millions de téléspectateurs de 2021. Vous savez, c'était lorsque la chanteuse Barbara Pravi était arrivée à la 2e place du concours. Europe 1, le journal des médias. On reste au chapitre de l'Eurovision avec un geste de Lazara qui a beaucoup fait parler. C'était face caméra, pile au moment où notre représentante française a découvert le nombre de points qui lui étaient attribués par le public, seulement 50. Elle a alors exprimé son mécontentement en levant son majeur. Beaucoup y ont vu un doigt d'honneur, mais pas du tout comme l'a affirmé Lazara. C'était au micro de BFM TV. Bien que je représente la France, j'ai aussi une double culture et c'est un peu générationnel. Ce n'est pas un geste qui est négatif, au contraire, c'est juste un geste de déception qu'on utilise entre amis. Après, je peux comprendre qu'à Outre-mer, ce soit considéré comme un autre geste. Il y a beaucoup de gestes que je pense historiquement on peut utiliser dans d'autres pays qui signifient d'autres choses. Donc ce n'est pas un doigt d'honneur? Absolument pas. Ce geste qui n'était donc, selon Lazara, pas un doigt d'honneur, c'est ce qu'elle dit. La chanteuse qui possède la nationalité canadienne et marocaine assure que son geste n'a pas été compris, qu'il s'agissait dans sa culture, vous l'avez entendu, d'un simple geste de déception. Alors, cette explication n'a pas convaincu tout le monde, à commencer par la dernière gagnante française de l'Eurovision, Marie-Myriam. La chanteuse a estimé dans une interview aux Parisiens qu'il s'agissait d'un geste, je cite, vraiment choquant et que rien n'explique qu'on dérape. Tout à fait autre chose, Elon Musk nomme une nouvelle directrice générale à la tête de Twitter. Une annonce effectuée vendredi après-midi par le milliardaire qui a racheté le réseau social il y a 6 mois. La nouvelle dirigeante s'appelle Linda Yaccarino. Elle a 59 ans. Elle était jusqu'alors responsable de la publicité au sein du groupe NBC Universal. Elle a également été durant 2 années, et cela fait beaucoup parler, conseillère de l'ancien président américain Donald Trump. Dans un message posté sur Twitter, évidemment, Elon Musk a précisé le périmètre de ses fonctions. Elle va se concentrer principalement sur les affaires, a-t-il indiqué, tandis que je vais m'occuper du design du produit et des nouvelles technologies. À noter, et on vient tout juste de l'apprendre, qu'Elon Musk est reçu ce matin à l'Elysée par Emmanuel Macron. Ah oui, dans le cadre de l'opération Choose France. Absolument. France, pardon pour l'accent. On reste en France justement avec Bruno Guillon qui va animer un nouveau jeu sur France 2. Son nom 100% France, c'est ce que on y reste dans la France, c'est ce que dévoilent nos confrères
confrères de Télé Loisirs qui donnent des précisions sur ce programme. C'est adapté d'un format italien. Vous aurez un mur composé de 100 Français, puisque là, on sera en France. On leur posera des questions assez variées, comme lequel de ces desserts préférez-vous? Quelle personnalité a le plus marqué l'histoire de la télévision française? Ou encore, quel est l'endroit le plus étrange où vous ayez fait l'amour? Des questions donc très très larges et variées. En face, 3 duos de personnalités tenteront de trouver la réponse la plus donnée par ce panel. Ça rappelle un petit peu la famille en or. Oui, c'est le principe. Et oui, dans la mécanique du jeu. On ignore en revanche pour l'instant la case dans laquelle ce jeu sera diffusé. On passe sur C8 avec le départ d'un chroniqueur et même présentateur emblématique de Touche pas à mon poste. Et il s'agit de Mathieu Delormeau qui quitte l'émission après 7 années d'antenne. Il l'a indiqué sur Twitter, précisant que c'était son choix, mais sans en dévoiler les raisons. Alors, il abandonne également la présentation de TPMP People. C'est la déclinaison de Touche pas à mon poste qu'il présentait le samedi à 19h. C'est Bernard Montiel qui lui succède. Et pour sa toute première, ce samedi, Bernard Montiel a réalisé une audience tout à fait correcte. 560 000 téléspectateurs, un score dans la moyenne de ce que faisait Mathieu Delormeau. Et vous terminez ce journal avec un documentaire qui sera diffusé ce soir sur Planète Plus et sur MyCanal. Documentaire qui s'intéresse à l'histoire des épidémies. Documentaire réalisé par Clélie Mathias, journaliste et présentatrice à CNews. Elle a voulu montrer que derrière les ravages qu'elles ont provoqués, les épidémies ont parfois eu du positif à long terme dans l'histoire, qu'elles ont façonné nos civilisations et ont souvent été à l'origine de grandes mutations. C'est ce qu'elle nous confie au micro d'Europe 1 Culture Média. Parfois, ça nous a fait avancer aussi. Ça nous a permis de changer peut-être de société, voire de civilisation. Ça a été le cas au Moyen-Âge, quand on a connu ces terribles épidémies de peste. Ça a été le cas au 19e, après les épidémies de choléra et de tuberculose. Et à chaque fois, on a réussi à s'en sortir et à avancer. Et c'est ça que je voudrais transmettre. C'est l'autre côté de la médaille. Cette fois-ci, pas le négatif, mais le positif. Et c'est une lettre aux générations futures. Moi, mon fils est né en 2020. Et c'est lui prouver que, certes, il est né une année qui est synonyme de mort, de maladie, de souffrance, mais il peut en faire quelque chose. Et je vais lui raconter l'histoire. Une lettre aux générations futures. On découvre notamment comment la peste noire a, au Moyen-Âge, permis de mettre en place une organisation de santé publique. Plus proche de nous, au 19e siècle, c'est le choléra qui a eu un effet direct sur l'aspect et l'urbanisme des villes comme Paris. C'est ce que raconte dans ce documentaire Albert Lévy. Il est architecte urbaniste. Les conditions d'habitat étaient assez désastreuses. Puis arrive le choléra. Ça, c'est une des raisons pour laquelle Haussmann est intervenu et qu'on peut appeler d'ailleurs son intervention, son urbanisme, entre guillemets, parce que le terme d'urbanisme n'existait pas encore, son intervention comme une intervention d'assainissement. Le Paris que nous connaissons tous aujourd'hui, nous le devons à cet homme, Haussmann, qui a reconstruit et assaini. Le Paris d'Haussmann est conçu pour être sain. Il est imaginé pour éviter les épidémies. Tout le travail du préfet Haussmann, guidé, vous l'avez entendu, par cette volonté d'empêcher l'apparition de nouvelles épidémies. Et ce documentaire de Clélie Mathias est à retrouver ce soir à 21h sur Planète Plus, vous l'avez dit Philippe, et c'est également disponible sur MyCanal. Merci beaucoup Rémi Jacob, à demain pour un nouveau journal des médias. À demain.